Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Frédéric Vaux. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de la police nationale. C'est l'échelon le plus élevé du commandement de la police. Faut-il le préciser? Votre parole est rare. Et si vous êtes avec nous ce matin, Frédéric Vaux, c'est que ça chauffe en ce moment dans la maison police. Une réforme d'organisation. On en parlait dans le journal précédemment. Une réforme donc suscite une forte opposition de la base, en particulier dans la police judiciaire. Des enquêteurs viennent même de créer une association hors des mouvements syndicaux. Le mouvement reçoit même le soutien de l'association des magistrats instructeurs. Pour que l'on comprenne bien, Frédéric Vaux, qu'est-ce que cette réforme qu'il vous revient de mettre en œuvre, cette réforme territoriale? D'abord, cette réforme ne concerne pas simplement la police judiciaire, c'est une réforme de l'organisation et du fonctionnement de la police nationale qui est fondée sur des constats qui sont très largement partagés depuis des années et qui ont été renforcés par le diagnostic qui a été posé par le livre blanc de la sécurité intérieure dont le contenu nous a été révélé au cours de l'année 2020. Et livre blanc auquel ont été associés de nombreuses parties intéressées par les questions de sécurité. Mais pour résumer, en fait, il y a 4 grands services de police: les renseignements, la sécurité publique, la police judiciaire, la police aux frontières. Dans les départements, chaque service rend des comptes à sa hiérarchie. L'idée étant d'unifier, de créer un poste de patron unique de tous ces services de police qui lui-même rendrait des comptes au préfet de département. Voilà en substance l'organisation qu'il s'agit de mettre en place, pour faire simple, Frédéric Vaux. Un des diagnostics, le principal diagnostic qui avait été posé, des difficultés qu'on pouvait constater dans le fonctionnement de la police nationale, c'est que notre organisation est très cloisonnée. Et ça depuis de nombreuses années. Donc le choix a été fait d'organiser la police nationale autour de ces grandes missions. La police judiciaire, la sécurité et la paix publique, le renseignement et le contrôle aux frontières et la lutte contre l'immigration irrégulière. Et nous avons souhaité aussi, avec cette réforme, rapprocher la décision des lieux où se trouvent les problématiques de sécurité. L'organisation administrative française fait que c'est le département et c'est la zone de défense. Donc cette organisation, telle qu'elle va se mettre en place au niveau national, autour du directeur général de la police nationale, aura vocation à se décliner de la même façon à l'échelle des territoires. Oui. Alors, si je vous comprends bien, vous nous dites l'enjeu de cette réforme, de créer un interlocuteur unique, finalement, c'est plus de souplesse, plus d'agilité. Je précise que vous avez d'ailleurs vous-même fait votre carrière dans la police judiciaire. Mais ce à quoi les officiers de police judiciaire qui se mobilisent contre la réforme me disent: mais non, en fait, c'est la fin de la police de Clémenceau. Ça, c'est la formule choc trouvée notamment par le cinéaste Olivier Marchal, qui soutient les opposants à la réforme. Et puis il y a tous ceux qui vous disent, dans cette formule aussi extrêmement choquante, la PJ, c'est le dernier rempart contre la mafia, et c'est ça qu'on est en train d'abattre à travers cette réforme. Que répondez-vous, Frédéric Vaux? Alors je le dis très fermement et très solennellement, et aussi vous l'avez rappelé avec mon parcours professionnel personnel, il est hors de question de mettre un terme aux missions de la police judiciaire telles qu'elle les exerce aujourd'hui. Notre ambition, notre objectif, c'est même de les renforcer. Il se trouve que de nombreux services sont aujourd'hui impliqués dans les investigations, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons souhaité réunifier, assurer un pilotage de l'ensemble de cette filière regroupée pour que nous soyons beaucoup plus efficaces, réunis, coordonnés que dispersés. Alors, on avait cet exemple qui était donné dans notre reportage réalisé par Florin aussi en Martinique, où un policier de la police aux frontières pourrait se retrouver à diriger une enquête pour meurtre alors que c'est pas du tout son domaine. Est-ce que la réforme peut conduire à ce genre de situation un peu étonnante quand même, Frédéric Vaux? Je ne connais pas cet exemple. Il peut y avoir ici ou là des difficultés que nous traiterons, des réformes de cette ampleur. Évidemment, ça peut causer parfois certaines difficultés, mais enfin, en police aux frontières aussi, on a des spécialistes de l'investigation, de la police judiciaire. On a un office central qui lutte de manière très efficace contre les réseaux de passeurs de migrants clandestins. Et donc, on peut aussi avoir à la police aux frontières des policiers qui ont une expérience de police judiciaire, que ce soit à la PAF ou ailleurs. Et donc, l'objectif, c'est bien de les rassembler et de faire en sorte que nous ayons davantage de moyens et des moyens mieux coordonnés et mieux répartis. Voilà, parce que vous dites justement cette réforme se justifie parce que on voit le taux d'élucidation de certaines infractions baisser de manière un peu inquiétante. Alors justement, quels sont ces taux d'élucidation qui baissent et puis comment remonter la pente? Est-ce que un changement d'organisation finalement peut permettre une remontée?
Oui, enfin c'est bien l'objectif. Notre objectif principal, ça n'est pas de toucher à ce qui fonctionne bien, mais de permettre d'améliorer là où nous connaissons des difficultés. Parmi une des explications qui peuvent conduire à cette évolution négative des taux d'élucidation, on a identifié le faible taux d'encadrement que certains services généralistes d'investigation subissent finalement. Et donc l'idée, c'est de renforcer l'encadrement et le pilotage et la coordination de toutes nos enquêtes. À tous les niveaux de l'investigation, que ce soit l'investigation sur des thématiques très spécialisées, la criminalité organisée ou la délinquance spécialisée, ou que ce soit sur des infractions de manière plus générale. Nous considérons que la petite et moyenne délinquance a le droit d'avoir les mêmes moyens, la même attention qui lui est consacrée que les phénomènes de criminalité organisée et de délinquance spécialisée. Oui, mais quand vous entendez les officiers de police judiciaire dans ce mouvement, parce que vous vous en doutez, ils sont nombreux à vous écouter ce matin sur Europe 1, ils vont se dire très bien, mais quand on combat la grande criminalité, c'est peut-être des centaines de petits délits qu'on va empêcher à l'avenir. Et donc, est-ce que véritablement, il n'y a pas un risque de dilution des prérogatives de la police judiciaire à travers cette réforme, où elle se retrouve finalement mise au même niveau que les grands services, les autres services de police? Déjà, je me suis engagé par écrit à ce que celles et ceux qui occupent des fonctions actuellement dans ce domaine de la lutte contre la criminalité organisée les conservent. Et moi qui ai passé 30 ans à combattre la criminalité organisée, le banditisme à Nice, les stupéfiants à Marseille, j'étais en poste en Corse, j'ai été engagé dans la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas moi qui vais contester l'idée qu'il faut renforcer nos moyens dans la lutte contre la criminalité organisée. Donc l'objectif, c'est bien de renforcer notre organisation, nos moyens dans la lutte contre la criminalité organisée, mais aussi de faire en sorte que la petite et moyenne délinquance puisse bénéficier de la même attention. Frédéric Vaux, si cette réforme était d'ores et déjà en place en métropole, est-ce que la police aurait vu l'imam Iqiyoussen s'enfuir? Alors, pardonnez-moi pour cette transition, mais elle s'impose malgré tout parce que la question est dans l'actualité. D'abord, ce sont les services du renseignement territorial qui avaient la charge de surveiller cette personne. Je dois préciser que la police, sur le terrain, ça ne se passe pas comme au cinéma. Je connais l'engagement et le professionnalisme des fonctionnaires du renseignement territorial. Ils ont fait le maximum pour assurer la surveillance des lieux que fréquentait cet imam. Oui. Et maximum, mais l'imam lui-même. Il n'y a pas eu de raté dans sa surveillance? Ça n'est pas une science exacte. Quand on surveille, le principe, c'est de voir sans être vu. Ce n'est pas d'arrêter les gens quand ils se déplacent. Donc, on n'a pas une garantie à 100%, d'autant plus que cette personne avait sans doute la volonté de se soustraire bien sûr au service de police et a tout mis en œuvre pour faire en sorte que la police ne soit pas en capacité de le détecter quand il a choisi de prendre la fuite. Et pour celles et ceux qui connaissent l'environnement géographique des lieux dans lesquels il résidait, c'était aussi un secteur extrêmement difficile à surveiller. Donc vous réfutez les reproches qui peuvent être faits d'un raté dans sa surveillance, parce qu'on apprend que son téléphone effectivement bornait depuis son domicile, mais sans qu'on l'ait vu lui. Finalement, les vérifications de base ont-elles été faites? Évidemment qu'elles ont été faites et avec beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement. Ce sont des surveillances 24 heures sur 24 dans un contexte extrêmement difficile, avec quelqu'un qui cherchait à se soustraire à la police et qui avait pris toutes ses dispositions pour échapper à la police en fonction de la décision qui serait rendue par le Conseil d'État. Donc c'est un procès indigne qui est fait à la police nationale. Frédéric Vaux, je rappelle que vous êtes le directeur général de la police nationale. Vous avez vu les journaux, tout à l'heure s'ouvre à Paris devant la cour d'assises spéciale le procès de l'attentat terroriste de la promenade des Anglais à Nice. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, tous deux ont parlé de signaux inquiétants qu'il fallait à nouveau redouter la possibilité d'un attentat piloté depuis l'étranger contre la France, le retour de la menace extérieure. Cette menace, d'où vient-elle aujourd'hui, Frédéric Vaux? Notre vigilance, elle est permanente. Elle peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur. On l'a vu au travers des drames qui se sont produits dans notre pays. Mais puisque vous évoquez l'attentat de Nice et que le procès démarre aujourd'hui, justement, je veux rendre hommage au travail qui a été fait par la police judiciaire. Je mesure le poids que ça représente pour ces centaines d'enquêteurs qui se sont mobilisés sur une scène de crime qui était épouvantable. 2
km de long pratiquement. Épouvantable, avec des journées, des semaines, des mois de travail. Et j'ai une pensée aussi pour les enquêteurs qui vont aller témoigner devant la cour d'assises spécialement composée à Paris aujourd'hui, et pour lesquels ce travail représente une charge émotionnelle importante. Mais malgré tout, j'insiste sur la question, puisqu'on a beaucoup parlé ces dernières années du djihadisme d'atmosphère, dont ce Mohamed Lawesh Boulel pourrait être une incarnation, c'est-à-dire une radicalisation, une auto-radicalisation sur le sol français. Quand même, cette inflexion dans le discours du ministre de l'Intérieur, le retour de la menace extérieure, ça n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police doit avoir une oreille, les yeux braqués sur des territoires comme la Syrie, comme la Libye. Ce sont à nouveau des zones de danger direct pour la France. Mais l'attention et la mobilisation des services de renseignement intérieurs ou extérieurs est totale. Et c'est parce qu'ils sont mobilisés qu'ils ont pu déjouer un nombre d'attentats importants. Et je peux vous dire, pour ce qui relève du périmètre de la police nationale, nous sommes d'une extrême vigilance, que ce soit au travers de l'action du renseignement territorial, que de tous les petits faits qui puissent apparaître ici ou là et qui peuvent attirer notre attention. Autre question pour vous, Frédéric Vaux. Alors, ce sujet ne vous concerne pas uniquement, bien sûr, mais Paris 2024. Défi sécuritaire, évidemment, surtout après les événements du Stade de France au mois de juin, qui montraient que des failles étaient possibles dans le dispositif policier. Il y a de fortes inquiétudes autour de la sécurité privée, à savoir qu'il faut, en l'espace de 24 mois, la trouver 20 à 30 000 agents. Il faut les former, c'est très compliqué. On se souvient qu'il y a 10 ans, Londres avait rencontré exactement les mêmes problèmes. Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que la police saura relever le défi si l'on n'a pas ces agents privés? La police nationale, dans tous les cas, sera en capacité de relever le défi de Paris 2024. Je peux vous le garantir. Le ministre de l'Intérieur nous a demandé de nous mobiliser. Le travail est engagé, que ce soit au travers des policiers actifs ou des policiers réservistes. Nous recrutons aussi un nombre important de réservistes. Sur ce qui est de l'organisation générale du dispositif de sécurité, ça ne relève pas de ma compétence ou de ma responsabilité. Mais vous anticipez la possibilité que les nombres des agents privés qui vont assurer une partie de la sécurité ne soient pas au rendez-vous et que ce soit donc la police nationale, voire l'armée, qui doivent accomplir ces missions de sécurité? Ça ne relève pas de ma responsabilité, mais nous envisageons toutes les possibilités. Nous envisageons aussi que d'autres crises viennent se surajouter au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc nous faisons en sorte de nous organiser pour faire face et pour répondre à toutes les situations qui pourraient se présenter. Dernière question, Frédéric Vaux. Va être présenté mercredi en Conseil des ministres la LOPMI. C'est le projet de loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est un texte important pour vous, puisque à la clé 15 milliards d'euros en plus dans le budget des forces de l'ordre en 5 ans. Il est question de faciliter les recrutements, d'augmenter les budgets. Quelles sont les priorités pour vous à travers ce texte, Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale? Si vous aviez des demandes particulières à adresser au ministre pour ce texte, quelles seraient-elles? Quels serait-il? Je les réserve au ministre de l'Intérieur et surtout des annonces qui seront faites mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Mais on voit bien que les enjeux sont très importants en termes de recrutement, en termes de professionnalisation et aussi... on voit que la gendarmerie va être particulièrement soignée. 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Je pense que le ministre de l'Intérieur, j'en suis même convaincu, a une attention particulière pour que tout le monde bénéficie des effets très positifs de cette LOPMI, que les policiers attendent évidemment avec impatience. C'est un texte important pour la police nationale? C'est effectivement un texte important parce qu'il nous projette dans le temps, dans la durée, sur 5 ans, ce qui est nouveau pour la police nationale et pour le ministère de l'Intérieur. Merci Frédéric Vaux d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la police nationale. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous.